c'est ça, parce que nous avons le même nombre. On a un espace de dimension n, et la forme, elle est comment? Elle est n. Il faut remarquer ça. Forme linéaire alternée de E, tel que quoi? Tel que l'image de la base est égale à. Et bien sûr, certainement, cette application elle dépend de B. Pour cette raison, on va la noter. On utilise le mot déterminant en indice. Okay. C'est une forme linéaire alterne. Déjà, qu'est-ce qu'il vérifie ce déterminant? Déjà, vous pouvez remarquer, si je calcule déterminant dans la base B de la base elle-même, ça vaut combien? Ça veut dire déterminant dans la base B de quoi? De E à. Déjà, on a la propriété suivante. Ça veut dire il vaut déjà. OK? Ça, c'est, on va dire, la première remarque. La deuxième remarque, alors, soit on va prendre une autre forme linéaire, soit phi, une forme n linéaire, bien sûr alternée, forme n linéaire alternée, alternée de E. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, il existe lambda appartient à K, tel que phi va être égal à lambda, déterminant de P. OK? Ça veut dire que toutes les formes linéaires s'expriment en fonction du déterminant de P avec un coefficient lambda. Alors, la première remarque, elle est claire, ça découle du théorème. La deuxième, comment on va l'expliquer? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oui, elle est linéaire. Et après? Ça, c'est pas suffisant. Linéaire, non. Si tu penses à faire quoi, tu penses? Malgré ça. Donc, il va être toujours en fonction de phi, n'est-ce pas? Même s'il s'exprime comme étant en fonction des éléments de la base, il va toujours, on peut toujours l'écrire en fonction de. Est-ce que tu es d'accord? Il va rester toujours en fonction de phi. Mais comment on va faire apparaître le déterminant de P? C'est ça la question. Comment on va faire apparaître le P? Oui, est-ce qu'il y a une autre idée pour prouver ça? Bon, la définition est toujours là. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore vu la définition. C'est qu'il existe toujours une forme L linéaire alternée, telle que l'image de la base vaut 1. C'est ça ce qu'on appelle, cette application, on appelle déterminant de P. Déterminant dans la base. Okay. Voilà. Voilà, donc, bon, il faut distinguer les cas, tout simplement. La première, bon, en effet, je vais expliquer pourquoi ça c'est vrai. Okay. Si l'image de la base, bon, on peut avoir ça, parce qu'on travaille avec une forme linéaire quelconque. Donc, on peut avoir f de 1 jusqu'à f de n égale 0. Ça, c'est possible. D'accord? On peut avoir ça. Alors, si on est dans ce cas, alors il suffit de prendre quoi? Il suffit de considérer phi, il suffit de considérer lambda égal. Il suffit de considérer lambda égale 0.
Ok. Parce que si une forme linéaire qui s'annule dans une base, donc ça va être nul. Cette forme linéaire, certainement, il va être nul. Non? Vous êtes d'accord, il va être nul. Si s'annule dans la base, donc il va être nul, cette forme linéaire. Il suffit d'utiliser la multilinéarité. Et du coup, si je prends lambda égale 0, donc j'aurai cette propriété qui vérifie. Ok? Alors maintenant, si au contraire, on a phi de E1 jusqu'à En, bon, il va être différent de 0, ça c'est possible. Donc je vais écrire que ça est égal à lambda qui est différent de 0. Ok? Ça c'est la deuxième possibilité, ça veut dire que je calcule les marges, je trouve que c'est différent de 0. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer un J qui est égal à 1 sur lambda. Bon, je peux diviser par lambda parce que c'est un scalaire qui est non nul, multiplié par phi. Alors qu'est-ce que je peux dire de G? Alors, si vous multipliez par un scalaire une forme linéaire, est-ce que ça va changer la linéarité? Donc, ça reste toujours G, ça reste toujours une forme N linéaire. Une forme N linéaire qui est comment? Il est aussi alter. Vous êtes d'accord? G, c'est une forme N linéaire alternée. Oui? Alors, puisque ça reste une forme N linéaire alternée, bon, si vous calculez maintenant, G de E1 jusqu'à En, ça vaut combien maintenant? G de E1 jusqu'à En. Ça vaut 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser après, si vous avez compris l'idée? Donc, j'ai théorème. Parce que qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème? On a dit il existe quoi? Il faut souligner le monde. Hein. L'unicité, on a l'unicité. Il existe une seule forme linéaire. Et là, on vient de construire quoi? Une autre forme linéaire alternée qui prend la même valeur. Donc G est égal à quoi? Est égal forcément au déterminant de B. Déterminant dans la base B. Voilà. Il suffit de remplacer G par sa valeur et vous aurez phi est égal à lambda fois déterminant de. C'est bon. Voilà. Bon, j'ai dit que ce théorème il est admis. Bon, quelqu'un qui veut le démontrer, après l'idée est là. Bon. C'est parce que toi, il a choisi tellement de الوقت. Bon, c'est quoi l'idée de la démonstration du théorème? C'est que vous pouvez considérer un ensemble. Supposons par exemple, vous considérez A, c'est quoi? A, c'est l'ensemble des formes N linéaires, alterne, forme N linéaire alterne, de E, bien sûr. Vous considérez cet ensemble. Et qu'est-ce que vous allez voir? Alors, vous pouvez montrer que A c'est clair. Bon, A, c'est un espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel. Donc, c'est un espace vectoriel. C'est un cas espace vectoriel. C'est un cas espace vectoriel. Alors, ce qui fait marcher la chose, c'est qu'on démontre que même une dimension de A. Et bien sûr, ce qui fait marcher la chose, il faut signaler que ici, je suis dans le cas où dimension de E est égale N. Dimension de E égale N. Ça veut dire j'ai un espace tel que sa dimension coïncide avec le nombre qui apparaît ici, le nombre de linéarité d'une fonction. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas faire ça. Parce que dimension chez les. Alors, on démontre que dimension de A va être égale à dimension de A égale 1. Et sans, comment on arrive à démontrer que A est égal à 1, c'est par analyse synthèse. Je vais trouver faire ça parce que vous analyse
analyse synthèse. C'est pas l'analyse synthèse. Bon, la phase liatoire est l'analyse. Après, vous revenez par l'analyse, tout simplement, vous allez construire. Lorsqu'on dit qu'un espace est de deux dimensions A, ça veut dire quoi? Donc, il est engendré par un seul. Voilà. Il est engendré par déterminant, c'est ça. Il est engendré par un seul vecteur. Vous allez trouver un vecteur. Il faut vérifier que ce vecteur il est vrai en utilisant la synthèse. C'est bon? Alors, du coup, donc, vous aurez A est égal quoi? Est égal vect. Vect d'une seule vecteur qui va être non nul. Qui va être non nul. Avec F sous forme linéaire qui est non nul. Et comment on va construire ce déterminant? Puisqu'il est non nul, F est non nul, donc on va considérer F de E1 jusqu'à En. Il va nous donner quoi? Il va donner une valeur alpha qui est non nul. Et vous considérez déterminant dans la base P, c'est quoi? C'est exactement 1 sur alpha. 1 sur alpha fois F. Et cette application, elle va répondre le théorème. Parce que si vous calculez l'image de E1 jusqu'à En par cette application, vous allez trouver qu'il est égal. Okay. Alors, la seule difficulté elle est là pour prouver que cet espace est de dimension 1. C'est-à-dire sur l'analyse. Mais ce n'est pas une difficulté, tout simplement, qu'il calcule bizarre. Ce n'est pas adapté, on lit, non? Sinon, ça va pour calculer l'élément qui va engendrer cet espace. Okay. Je ne sais pas ce que vous avez compris l'idée. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de retenir voilà, donc le résultat plus que la démonstration ici. Voilà, donc on a montré l'existence. Une idée comment on montre l'existence. Alors maintenant, on va s'intéresser à autre chose. La proposition. Donc déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Famille de vecteurs dans une base. OK. Voilà, donc déjà dans l'application déterminant dans une base, c'est déterminant de B dans déterminant dans la base. On va l'utiliser pour définir déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Alors soit x1, xn appartient à En, c'est-à-dire que c'est une famille de vecteurs dans En, et P égale E1 jusqu'à En, base de E. Bon, déjà, vous avez la même remarque, ça veut dire que dimension est coïncide avec la linéarité, la multilinéarité. Alors, comme vous le savez, donc, il va exister d'une façon unique en utilisant la base. Chaque élément de la famille, je peux l'exprimer d'une façon unique dans la base. Donc, il va exister d'une façon unique, quoi? Des coefficients que je vais nommer AIG, parce que chaque élément, donc, il va avoir ses propres coefficients. Pour cette raison, vous avez double indice ici, AIG. Donc, c'est une famille de scalaires. Famille de scalaires. Famille de scalaires telle que le xg, je peux l'écrire comme étant sigma de g allant de 1 jusqu'à n, AI, AIG, AIG, E, EI. OK? Alors, et ça, c'est la définition d'une famille, ça veut dire déterminant d'une famille dans la base. Ce qu'on va noter par
par ça, donc ce déterminant de la famille x1 jusqu'à xn dans la base B. Alors ça va être égal quoi? Ça va être égal la somme. Donc on va sommer sur quoi? On va sommer sur toutes les permutations du groupe symétrique, S, groupe symétrique SN. OK? Et ça EG. EG. Non, non, I. L'indice, c'est I. Parce que je ne peux pas sommer sur G. G, il est fixé. G, il est là. OK? Alors, merci, Charles. Tu es d'accord? G, il est là. Je ne peux pas en sommer sur G. Ce qui varie, c'est I. Donc, c'est de I. De I allant de 1 jusqu'à oui. Alors, pour calculer ce déterminant, ça va être quoi? Ça va être sigma partiel Sn, la signature de sigma, signature de permutation, multipliée par quoi? Multipliée par ce coefficient qu'on va calculer comment? Le premier indice, ça va être l'élément de l'image de 1 fois, je pense que je vais l'écrire là parce que je fais autour de la langue, donc égal, je vais l'écrire ici. Je vais reprendre déterminant dans la base P de x1 jusqu'à xn égale quoi? Égale sigma sur toutes les... Oh, bien sûr, la formule elle n'est pas pratique. Hein, peut-être qu'elle est utilisée pour les exercices théoriques. Hein. On se sert. Mais en pratique, on ne va pas donc calculer la somme parce que dans c'est très grand ADSN. Il contient combien d'éléments? Déjà, il contient un factoriel élément. Je ne vais pas donc calculer toutes les sommes. Mais bon, c'est une propriété qui va nous servir pour établir d'autres. Okay? Alors, déterminant de x1 jusqu'à x1 dans la base B, ça va être exactement la somme sur toutes les permutations de SN. On va calculer quoi? On va calculer la signature. Et après, donc, l'image de 1 par la permutation, ça c'est le premier indice. Le deuxième, ça va être 1. On continue ainsi. Jusqu'à le dernier, ça va être l'image de sigma n. N. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de... On a déjà défini là. Donc, ça va fonctionner pour l'instant. Par ça va aller grand-chose. Pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose sur le déterminant de P. Alors, tout ce qu'on connaît sur le déterminant de P, c'est quoi? C'est que le déterminant de la base égale combien? Égale 1. Pour l'instant, quand on a de la propriété que le déterminant de la base, je vais l'écrire ici. Le déterminant de P de la base, ça veut dire E1 jusqu'à EN, pour l'instant. La propriété, qu'est-ce qu'il va nous essayer? Bon, on peut l'avoir aussi comme une démonstration de l'existence. Okay? Juste certain que l'image de x1 jusqu'à xn égale quoi? Proposition, c'est que si vous voulez calculer les déterminants d'un vecteur, comment vous allez faire? Vous allez sommer sur toutes les permutations de Sn, vous calculez la signature, et ensuite, ce moment de l'AI, c'est exactement les coordonnées de chaque vecteur dans la base EI. Et comment on va calculer? Donc, il faut suivre cette écriture. Ça, c'est un produit. Chaque terme fait la signature multipliée par un produit. Sur quoi? Donc, on va calculer le produit de tous les éléments, l'image de sigma 1 jusqu'à l'image de sigma 1. Et toujours le deuxième indice, ça va être le même. Si vous prenez ici 1, donc le deuxième, ça va être 1. Ainsi de suite. Et ce déterminant, ce qu'on va noter donc, de la façon suivante, d'ailleurs, c'est la notation qu'on va adapter toujours dans les exercices. Ça veut dire pour calculer x1 jusqu'à xn, donc on va mettre ceci. On va mettre 2. Déjà, je suis le déterminant. Bon, vous l'écrivez toujours de cette façon-là. Vous avez vu les déterminants d'ordre 2. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? La matrice. La matrice qui provient de quoi? Qui provient des coefficients du vecteur. Donc là, ça va être A1, A1, A. C'est exactement la matrice AN, etc. Ici, ça va être A1N. Et là, c'est une matrice carrée. Certainement, c'est une matrice carrée parce que le nombre de vecteurs coïncide avec
le nombre d'éléments de la base. Cet élément, on va préférer de le noter comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est deux barres? C'est exactement la formule qu'il y a. Vous voyez ici. Bon, il a l'air compliqué, mais c'est ça la définition de. Alors, ce qui concerne la démonstration, là aussi je ne vais pas le faire, je vais juste l'expliquer. Alors, je vais démontrer exactement déterminant de x1 jusqu'à x1 dans la base P, ça va être ceci. Je vais atteindre la démonstration avant que je l'explique. Oui? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment? Oui? Personne? Bon, là, c'est un autre théorème. Comment on va utiliser le théorème? On a غادي نسميو حنا واحد l'application. ما نكتبش هي déterminant. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je dois considérer une application f. Bon, toujours une idée. Je vais construire une application f de quoi? De x1 jusqu'à xn. Je vais نسميها exactement avec la formule اللي عطاني في البروبوزيشن. C'est sigma appartient à sn, epsilon de sigma, a sigma 1 a, produit, etc. a sigma n, n. Parce que les AI, ça veut dire les composantes ou bien les coordonnées de x1 jusqu'à xn. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut montrer que f est un linéaire. Bon, ça ne va pas poser de problème là. Un linéaire, c'est très facile. N linéaire. C'est-à-dire vous prenez d'autres couples, x, y, lambda, etc. Vous montrez qu'on a la linéarité par rapport à chaque terme. Ça ne pose pas de problème. Après, il faut montrer quoi? Que f est alterné. Ça veut dire que si on prend deux éléments qui sont égaux, donc ça va nous donner que ça est égal à 0. Alors, vous montrez qu'il est linéaire, alterné. Alors, le dernier truc, c'est quoi? Il faut calculer l'image de E1, E1 jusqu'à E1. Et vous allez trouver quoi? Vous allez trouver que c'est 1. Et qu'est-ce que je peux conclure? Si j'arrive à démontrer ces trois-là, qu'est-ce que je peux conclure? Oui. Voilà, que f est égal à déterminant. On va dire l'idée de la démonstration. Je vais le calculer. Que f est égal à déterminant par rapport à b. Déterminant par rapport. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la quantité qu'on a là est exactement le déterminant de x1 dans la base. C'est comme ça qu'on fait. On l'utilise toujours avec l'unicité de théorème. C'est grâce à l'unicité de théorème. Okay? Alors, par contre, je vais vous montrer comment on va l'utiliser pour calculer le déterminant d'ordre 2, peut-être aussi d'ordre 3. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pratique. Hein. On ne va pas l'utiliser, donc on va voir d'autres moyens qui vont nous faciliter le calcul des déterminants. Et ici, donc cette partie, l'objectif, son objectif, c'est quoi? C'est de prouver l'existence. Normalement, bon, on est en train de prouver l'existence et après, donc, on verra donc, des méthodes pratiques qui vont nous permettre de calculer facilement le déterminant. Alors, donc, je vais donc réécrire la formule. Donc, je vais donc déterminant de x1 jusqu'à xn est égal quoi? Est égal sigma. De quoi? De sigma appartient à Sn. La signature de sigma, quoi? A sigma 1, A, le produit, jusqu'à A, sigma n, Okay. Alors, j'aimerais donc calculer ensemble. Donc, c'est quoi? C'est A1, 1, A2, 1,
AA2 et A2. C'est un déterminant qui est très facile. Ça veut dire déterminant d'ordre 2. Bon, vous connaissez déjà la formule. Bon. On va vérifier est-ce que ça va nous donner avec cette définition qu'on vient de. Attends, déjà, dans la formule, c'est quoi? Je pense que vous la connaissez déjà pour ce déterminant. C'est voilà, c'est AA alpha moins A2 alpha. C'est ça, c'est exactement ça. Donc AA1, A22 moins A12 fois A2. Voilà. Bon, on va vérifier. Donc, est-ce que la formule que la tenue chez les bon. Si on veut calculer à l'aide de la formule suivante. Donc, la valeur de n, la valeur de n, c'est combien? Donc, ça va être la somme de quoi? De sigma appartient à S2. Donc, la signature du sigma multiplié par quoi? Par A, l'image de 1 par sigma 1. Mais maintenant, plusieurs, on n'a que deux éléments, donc ça va être A sigma multiplié par quoi? Par A sigma 2, 2. La formule est un petit peu plus simple parce que ici, on n'a que deux éléments. Donc, on va vérifier. أول حاجة بعدا خصنا نعرفو S2 شنو هي S2. شحال كاردينال بعدا ديجا ديال S2. Alors, cardinal de S2 est égal 2 factoriel qui est égal 2. Voilà. Je nomme les composantes de S2 de l'identité aux transpositions. Très bien, voilà. Donc S2, on n'a que l'identité et une transposition qui va transformer 1 en 2. Je l'ai fait à garde. Donc là, je change de là. Ça veut dire en fait, de la somme, je vais sommer sur combien d'éléments? Je vais sommer sur deux éléments. Okay. Alors, le déterminant d'éléments va être égal quoi? Est égal la signature de quoi? De l'identité. Je vais noter, je vais passer 1, 2, donc ça va donner la transposition, on va dire l'identité. Donc le premier terme, c'est la signature de l'identité, fois A quoi? L'identité de A, hein, multiplié par A, l'identité de 2 et 2. Ça, c'est le premier terme. Plus, le deuxième terme, ça va être la signature de taux, fois A, taux de 1, fois A, taux de 2, taux de 2. OK? C'est bon, donc ça va nous donner après combien? C'est quoi la signature de l'identité? L'identité, c'est combien? Je fais la dernière fois, je l'avais dit, il y a 1, donc c'est bien, donc c'est gauche. L'image de 1 par l'identité, donc ça va être A1, multiplié par quoi? L'image de l'identité de 2, c'est 2, donc c'est A2, 2. La signature de transposition, c'est combien? C'est une transposition, déjà c'est moins, donc ça va être moins. L'image de taux par 1, donc c'est une transposition qui va transformer A en quoi? En 2. Donc j'aurai le premier élément, ça va être A2A. L'image de 2 par la transposition, ça va être 1, donc c'est 1, 1, 2. Voilà. Oui, c'est très simple, on retrouve la formule. Okay. Alors, vous pouvez donc s'amuser, l'appliquer aussi pour 3. Je n'ai pas le courage de le faire parce que ça va vous demander beaucoup de calculs. Pourquoi? Parce que, bon, je vais l'écrire quand même. Et je vous conseille donc vivement de le vérifier. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre bien avec la formule. Donc, ça vous permet donc d'apprendre avec la formule parce qu'elle est intéressante, il faut la connaître. Donc, je vous laisse calculer A1, A, A2, A, A3, A. Donc ça va être A1, 2, A2, 2, et A3, 2. Ici, ça va être A3, A1, 3, A2, 3, et A3. Je vais écrire juste la formule. Normalement, ça va être quoi? Ça va être sigma sur quoi? Sur sigma qui appartient maintenant à S3. La signature du sigma multiplié par A sigma de 1
1. Vous aurez trois termes maintenant. Sigma de 2, 2 et 1. Sigma de 3. Sigma de 3. OK. Bon, je vous conseille de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Oui, Adam, c'est 6. Restez les éléments. Souvent, je vous conseille donc de décomposer les éléments en cycle ou bien en transposition, parce que ça va vous permettre de calculer facilement. Et après, il faut donc calculer cette somme. Ça veut dire que vous aurez combien de termes ici? Vous aurez 6 termes. Pour chaque terme, vous allez calculer la signature. Okay. Par contre, moi, ce que je vais faire, donc je vais vous donner la formule directement. On va utiliser une règle qui est très pratique, le cas de 2, ce qu'on appelle, je ne sais pas ce que vous la connaissez de la règle pour calculer le déterminant de 3. Est-ce que quelqu'un la connaît déjà? Ça nous permet donc de calculer rapidement. Oui, alors c'est quoi cette règle? Ça s'appelle quoi? Est-ce que vous connaissez le nom? Cache des lignes, des colonnes. Le développement. Non, je ne parle pas de développement. Je cherche le développement. Développement par rapport à une ligne, par rapport à une colonne. Non, c'est pas ça. Quand je fais une bête. Par contre, pour l'instant, c'est une technique pour calculer le déterminant. Alors, règle de Sarus, ça consiste à faire quoi? Donc, je vais recopier de la matrice A1, 1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2, A3, 2, A1, 3, A2, 3 et A3, 3. Voilà, donc ça consiste à faire quoi pour calculer ces... Donc, ça consiste à ajouter d'autres colonnes, deux autres colonnes. Ça veut dire quoi? C'est A1. Donc, tu vas copier le premier, vous le copiez ici, A1, A2, 1 et A3. Non, c'est pas le produit vectoriel, non, c'est pas vectoriel. A1, 2. Vous vérifiez, c'est bon, tout le monde, tu peux demander ça, là. Voilà, tu peux demander le. Je vous donne normalement matrice de nez. La matrice de nez. Je vous donne deux colonnes. Je connais moi les colonnes. Moi, de lesquelles de l'oulin, là, nous avons. Bon, ça s'appelle règle de Sarus. Règle de Sarus. Alors, qu'est-ce qu'il fait Sarus? Donc, je me suis dit les diagonales de ce là. Voilà. Voilà la diagonale là. Donc, attends le signe plus. Bon, certainement, de l'autre côté, j'aurai d'autres diagonales. On se change de donc oui. Voilà. J'attends un signe. Et comme ça, vous aurez la formule. Ça va être quoi? Je vais l'écrire dans votre feuille. Vous aurez la formule suivante. Donc, tu vas de la ligne A1, 1 fois A2, 1 fois A3. Donc, ça va être A1, 1, A2, 2, A3, 3. Donc, la deuxième, ça va être plus A1, 2, A2, 3, A3, 1. Encore plus A1, 3, A2, 1, A3, 2. Donc, là, on bleu signe plus. Quand on a signe moins. Sur les colonnes, donc ça va être A1, 2, A2, 1, A3, 3. Moins A1, 1, A2, 3, A3, 2. Et finalement, ça va être A1, 3, A2, 2 et A3. Vous comptez, vous aurez 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. C'est ce qu'on appelle la règle du Sarus. Ça nous permet de calculer rapidement le déterminant. Okay. Ça vous... Bon. Ce que vous allez faire, donc essayez d'appliquer. Je vous conseille vivement d'appliquer ça. Ça vous permet donc de faire une petite révision ce qui concerne le groupe symétrique. Et vous calculez donc les sommes et vous vérifiez avec la règle de Sarus que vous allez trouver la même chose. Okay.
Voilà, je pense qu'on a bon.